Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau stream. Aujourd'hui, on va parler web design et je suis avec Dimitri et Clara. Donc Dimitri, je bosse actuellement à la Wild en tant que graphic designer. J'ai fait 2 formations à la Wild, bootcamp et alternance. Donc voilà, pur produit de la Wild et je suis très heureux d'être aujourd'hui, parmi vous pour, parler de quelque chose que j'affectionne, 2 sujets que j'affectionne, UX et jeux vidéo. Donc vas-y Clara, je te passe la parole. Ouais, merci. Du coup, bon, je suis Clara, moi je suis formatrice web design. Ce qu'a pas dit Dimitri, c'est que c'est un de mes anciens élèves aussi. C'était C'est mon vrai. premier élève de ma première formation. Du coup, c'est sympa de se retrouver aussi dans un contexte comme celui-ci. Et bah, moi, je partage un petit peu la même chose que Dimitri sur la partie UX et jeux vidéo. Donc, je pense que ça va être assez sympa, les petits sujets de discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Complètement. Merci d'être là d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler du rôle de l'UX dans les jeux vidéo. On va commencer du coup par regarder une petite vidéo sur le game design et après, je serais curieuse d'avoir votre avis, Clara et Dimitri, savoir si justement ça correspond à l'idée que vous vous en faites, s'il manque des éléments ou on en parle juste après. UX design, c'est pas du tout clair. Je travaillais dans le web à la base et je me suis toujours demandé ce qu'était l'UX dans le jeu vidéo. Maintenant que je suis rentrée dans l'industrie, je comprends mieux pourquoi c'est aussi flou pour tout le monde. Ce métier a beau être indispensable et présent dans nos vies H24, personne ne sait vraiment ce que c'est et même ceux qui sont dans le métier ne le définissent pas toujours très bien. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire. Mais du coup, concrètement, c'est quoi le game UX design et pourquoi c'est si indispensable? L'UX, ça veut dire expérience utilisateur. Et l'objectif, c'est de la rendre la plus fluide et agréable possible. C'est tout ce qui va faire qu'un tutoriel va être fluide et transparent, comme par exemple Fortnite, et ça va pas être des pop-up qui vont vous stopper dans votre expérience. Que l'apprentissage va se faire de manière hyper naturelle. Les armes vont par exemple arriver une par une et être présentées au fur et à mesure que le joueur joue, comme dans Dead Space. Qui va faire qu'une ambiance sonore est cohérente et impactante et qui va participer de manière positive à une expérience globale imaginée. L'ambiance pesante dans Dead Space ou encore les sons hyper agréables dans Breath of the Wild sont hyper importants. Petite réaction à chaud, est-ce que ça correspond à l'idée que vous faites de l'UX design dans le jeu vidéo? Bah, ouais, je pense qu'en fait Vas-y. là, c'est vrai que la vidéo, pour le coup, c'est une bonne idée de ce qu'est l'UX, dans le jeu vidéo et je trouve que c'est hyper important, notamment les exemples qu'elle donne sur ça. C'est une chaîne très intéressante, pour ceux qui veulent, aller y jeter un coup d'œil un peu plus tard. On donnera, je pense, de toute façon les refs à la fin et hem et de toute façon, ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment, on arrive à immerger, l'utilisateur dans le jeu et faire en sorte qu'il se rende pas compte qu'il est en train de progresser, d'avancer et cetera. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant pour le coup. Je sais pas Clara si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Ouais, bah, en fait, je pense que c'est un agrégat de plein de choses. Tout doit être pensé dans les moindres détails pour favoriser en fait l'immersion. Si en fait on met des choses de côté ou on ne les prend pas en compte, là je pensais par exemple à ce qui est présenté, le sound design, des choses comme ça, c'est ce qui permet de définir au final l'aspect d'un jeu vidéo et comment on va plus facilement être immergé dedans ou non. Donc c'est quand même assez important. Si on prend pas en compte, bah après on va en reparler. Je pense qu'on en reparlera avec plus, notamment les questions un peu d'onboarding, comment en fait on fait découvrir un jeu avec des didacticiels, des cinématiques. C'est ce qui permet de mieux rentrer dans le jeu et après d'en profiter le plus possible aussi, quoi. Donc c'est vraiment dès le début du jeu que l'utilisateur, il va dire: «OK, ce jeu, je me sens bien accueilli et j'ai envie d'y rester» ou «Non, c'est pas pour moi», en Ouais, Ben, général? même, ça enfin, dépend en fait. au-delà de ça, enfin, en fait, si on fait un comparatif, c'est comme un bon livre. Si tu fais une mauvaise introduction, tu rentres pas dedans et tu vas pas le lire. Je pense que les premières minutes de jeu et comment on va te dépeindre le décor, c'est ça qui va être décisif sur est-ce que la personne, continue de jouer ou pas. Après bon, on verra qu'il y aura peut-être, différents types d'utilisateurs. Il y a forcément des choses qui plaisent plus à d'autres personnes et d'autres moins. Mais franchement, si tu foires l'intro de ton jeu, tu sais que tu as une majorité d'utilisateurs qui vont pas y jouer après et ça peut être un gros problème, quoi. Surtout, tu vois, quand on Mmh. connaît l'offre aujourd'hui du marché du jeu vidéo qui est gigantesque, en fait, les studios, ils sont obligés de tout de suite capter l'utilisateur dès le début et ça passe par un bon setup de ton interface, tu vois? Notamment, tu sais, il y a des jeux au tout début, ils te demandent de régler ton contraste et cetera. Toutes ces petites choses, si elles sont bien amenées lors de l'onboarding de l'utilisateur sur le jeu
et ben, du coup, l'utilisateur, ça y est, il est dans le jeu, le joueur, il est intégré complètement dans le jeu et en fait, on le fait passer d'étape en étape. On a tous connu des chargements, qui sont hyper longs et qui te donnent juste une seule envie, c'est de faire un bon alt F4 et de partir du jeu. Toutes ces choses-là, c'est des petites optimisations qui font que, bah, tu vas continuer de jouer ou tu vas jouer longtemps, ta session, elle va durer ou pas. Et est-ce que, justement, on a parlé du UX, mais on n'a peut-être pas, assez défini. L'UX, du coup, c'est, l'expérience utilisateur, mais là, c'est vraiment axé sur le design. Est-ce que l'expérience utilisateur dans le design peut être la même pour tout le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'un jeu, que toi, Dimitri, tu vas adorer, Clara, elle va forcément l'adorer parce qu'il joue sur les mêmes biais? Ou est-ce qu'il y a aussi un aspect avec, différents types de joueurs, différentes personnalités? Bah, je pense que tu as plusieurs types de joueurs forcément, tu vois? Je pense, et ça, c'est important. Tous les studios enfin, déjà, tous les jeux ne sont pas destinés à tous les mêmes profils. C'est-à-dire, tu as des profils qui sont différents. Tu as des jeux qui rassemblent certains profils et donc du coup, bah, tu as des grosses communautés qui se créent au niveau de certains jeux et puis, des fois, tu as des jeux, c'est des petites pépites, mais elles sont destinées qu'à une seule partie de la population et là, peut-être c'est intéressant de faire, chacun peut tester. Il y a des tests qui existent, sur ça pour voir un petit peu, qui on est en tant que joueur. Heu, peut-être tu pourras le partager également ce test-là, c'est assez intéressant Mmh, et puis voilà, quoi. Mais je je vais pense pas qu'avec l'envoyer, Clara, on aime les mêmes genres de jeux. Ça dépend, en fait. Non. Non, non, ouais, je pense que c'est dès le départ, en fait, on a des prédispositions à aimer certains jeux ou certaines mécaniques de jeu. Bon, on en a déjà parlé avec Dimitri, lui plutôt MMORPG, moi je suis plutôt FPS, donc c'est sûr qu'on va pas du tout avoir les mêmes attentes et les mêmes envies en termes de jeu. Donc c'est ça aussi qui est important avant même de se dire est-ce que voilà un jeu va vraiment nous plaire ou pas, c'est qu'on a forcément des prédispositions ou j'ai pas le mot, mais en fait on a peut-être plus des envies sur certains jeux et on va s'orienter plus sur certains jeux parce qu'on attend plus de faire du FPS ou des choses comme ça, quoi. Ouais, puis c'est surtout les attentes, c'est ça, je pense. C'est 100 ça, c'est en fait quelles attentes tu as du jeu et heu et tu vas avoir dans certains jeux encore des clivages. C'est-à-dire que si on prend l'exemple, je vois qu'il y en a, ils sont MMO team. Si on prend les MMO, dans certains MMO, tu as des personnes qui vont plutôt avoir tendance à faire toutes les quêtes du jeu, tous les hauts faits du jeu. Tu en as d'autres qui vont plutôt essayer d'aller vers un haut niveau et d'aller le plus haut possible sur le contenu, endgame du jeu. Et puis tu vois, en FPS, bah, c'est la même chose. Tu vas avoir des gens qui vont être là juste pour, faire leur petite partie entre potes, tu vois, chill et puis t'en as, ça va être, c'est la guerre à chaque partie, quoi. Genre il faut que ça charbonne, quoi, vraiment, c'est Ouais, voilà. tu joues en classé, quoi, tu vois? Tu te dis, Voilà, exactement, moi je veux la médaille, je vais jouer en classé, quoi, par exemple. Vous avez parlé du coup de MMO, FPS, je crois, Clara. Pour ceux Ouais. qui sont plus familiers avec l'UX et moins avec les jeux vidéo, est-ce que vous pouvez, juste nous dire en une phrase, c'est quoi comme type de jeu? Bah, alors je laisserai, à Dimitri le plaisir de dire ce que c'est que les MMO et MMORPG. Pour FPS, hein, c'est, l'acronyme de First Person Shooter, donc c'est, vraiment, du jeu armé, tir à la première personne, et voilà, essentiellement, bon moi je le fais plutôt en battle royale, donc où tu es lâché avec, plein d'autres personnes et bon, faut à la fin, il en restera qu'un, quoi. C'est un petit peu ça, l'idée, quoi. Et le MMO, bah, c'est massivement multijoueur, c'est les jeux en RPG massivement multijoueurs, donc souvent un monde ouvert, gigantesque où, il y a, plusieurs, races, plusieurs classes et cetera. C'est souvent un fonctionnement comme ça avec, des guildes et cetera où tu as des groupes de joueurs. Mais c'est plutôt tu crées un personnage et tu avances, tu as une continuité sur ce personnage-là, il évolue au fur et à mesure de ton aventure. Voilà, c'est le MMORPG, c'est plutôt ça, quoi. On a Erasimo qui nous dit: «Le C'est problème des 100 MMO, c'est vrai. que tu peux y passer toute ta vie si tu accroches au jeu». Ouais, On c'est a c'est c'est vrai. Nomorelli qui nous demande des exemples de bons UX dans les MMO et FPS pour nos formateurs. Si vous avez chacun un jeu qui vous a plu et pourquoi? Bah, après, je pense qu'on peut pas enfin, moi, je sais que j'ai un jeu de cœur, c'est World of Warcraft, mais je pense que, au-delà parce que c'est un jeu qui est énorme et qui m'a au-delà de l'UX, qui est un jeu que je joue depuis très longtemps et donc j'ai beaucoup de personnes, j'ai un cercle social qui a été créé autour de ce jeu-là et je pense que c'est aussi l'intérêt des jeux, à plusieurs, faut pas se mentir, c'est aussi assez intéressant de se retrouver sur des Discord. Des fois pas forcément pour jouer, mais c'est ça qui est cool et en fait, je pense que,
du coup, dans ce jeu-là, ils savent, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, hein, ils doivent être bientôt à 20 ans d'existence, je crois. Donc c'est quand même des jeux qui perdurent et ces jeux-là ne perdurent pas sans une bonne UX et notamment sans une bonne expérience de jeu et on le voit en fonction des extensions du jeu. Il y a plus ou moins de joueurs suivant les extensions et c'est le reflet en fait, de cette problématique du X où voilà, sortait en février 2005, donc bientôt 20 ans. Et en fait, c'est la problématique de est-ce que mon extension match avec. On parlait tout à l'heure du temps de jeu. Le problème des MMO, c'est que tu peux y passer toute ta vie si tu accroches au jeu. C'est vrai, mais en fait, c'est ce qu'on appelle casualiser le jeu, c'est faire en sorte de rendre le jeu plus accessible à un plus grand nombre. Et ça, ça passe par une expérience utilisateur. C'est-à-dire, je ne vais pas demander à mon joueur d'aller farmer pendant des heures pour avoir un objet, mais je vais faire en sorte qu'il l'ait un peu plus rapidement. Et donc, du coup, l'utilisateur va plus rester parce qu'il va continuer sur sa progression, etc. Ça, c'est un exemple que moi j'ai, qui est assez intéressant, je trouve. Clara, est-ce que tu veux parler d'un jeu que tu affectionnes? Ouais, très très rapidement. Moi, j'aime bien les FPS comme je disais. Moi, je joue beaucoup moins maintenant. J'ai moins le temps, mais quand je peux, je joue pas mal à Apex Legends. Donc, du coup, FPS, 100% FPS Battle Royale. Et l'exemple concret, moi, que je trouve qui est plutôt correct sur ce jeu, parce qu'après, bon, il y a des choses qui ont changé en termes du X et c'est peut-être pas forcément le plus confortable, mais je pense que ce qui est plutôt bien, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus, c'est plus la partie onboarding. Quand tu commences le jeu, tu es déjà mis en situation, tu es sur un terrain d'entraînement, tu as une des légendes du jeu qui t'accueille, qui t'explique comment faire, quels sont vraiment comment dire, les mécanismes de base et ainsi de suite. En plus, bon, tu es beaucoup basé sur un travail en escouade, donc on te fait comprendre dès le départ que bah, t'es pas là pour jouer solo queue, quoi. Faut pas jouer solo, faut jouer avec une équipe. Donc l'intérêt d'aller raise, bon bref, j'utilise des mots qui sont peut-être pas forcément hyper clairs, mais l'intérêt d'aller ressusciter tes potes ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait sur comment tu dois faire et vraiment quels sont les éléments de base avant que, bah, en gros, limite, on te lance de suite sur une map avec des personnes qui ont peut-être plusieurs heures de jeu et qui vont te plomber de balles parce que en fait t'as pas compris comment il fallait faire et voilà, t'apprends pas sur le tas quand même, enfin t'apprends bien évidemment un peu sur le tas après, mais au premier abord t'as quand même toute une partie d'explication de comment faire et quelles sont les mécaniques de base pour que bah tu puisses pas y aller non plus en guenille, quoi, on va dire. Donc ça qui est bien. Oui, puis ça te met aussi dans le jeu. Parce que si tu arrives et que tu as un peu rien à faire, finalement, tu vas peut-être pas rester sur le jeu aussi longtemps. Donc, Ouais, c'est exactement, ouais, intéressant. tout à fait. Bah ouais, c'est toute la partie onboarding qui est importante. C'est d'où l'intérêt de bien amener ton joueur et de faire en sorte qu'il découvre le jeu. Et je pense qu'il y a un commentaire qui est assez intéressant. Je sais pas comment ça fonctionne sur Apex, mais le fait de C'est pas être sur, ouais. lancé dans des parties où tu as des mecs qui sont extrêmement chauds. Je sais pas comment la queue est réalisée sur Apex, mais elle te commence. Le matchmaking, il est fait comment? Par ton niveau? En vrai, ça dépend. Ça dépend si tu joues en normal ou si tu joues en classé. Quand tu joues en classé, généralement, c'est fait par rapport à ton niveau. Par contre, il y a le problème, c'est qu'aujourd'hui, la communauté, elle est un petit peu en perdition sur Apex. Donc, le problème, c'est que, bah, par exemple, tu vois, le niveau le plus haut, c'est Prédateur. Et en fait, tu peux avoir des personnes qui vont être 2 niveaux en dessous, donc du platine ou du master, qui peuvent être en fait matchmakées sur des parties de Prédateur parce que tu n'as pas assez de personnes en Prédateur pour pouvoir justement avoir un matchmaking qui va être homogène. Donc c'est vraiment énorme et je sais que parfois, quand tu joues vraiment à très très haut niveau, ça peut être pénible parce que en fait, tu sais que tu vas servir de chair à pâté, tu vois, et tu vas peut-être pas forcément prendre un plaisir énorme, tu vois, à jouer, quoi, par exemple. Ouais. Mais Et là, ça, on en revient, ouais. ça rebondit sur un choix sûrement UX qu'ils ont dû faire parce que manque de personnes, manque de joueurs, donc tu es obligé de rassembler des joueurs de niveaux différents. Sauf que là, bah, tu vois, tu as quelqu'un qui va être en mode bah, je n'arrête pas de me faire arracher, ça va être complicado et du coup, il va faire échappe et quitter la partie. Ouais, c'est ça, c'est Et le là, en fait, problème. tu perds encore plus un joueur. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux où tu peux être amené à perdre plusieurs joueurs juste pour une mauvaise expérience de jeu, quoi.
Et ça, c'est important. Tu parlais aussi, Dimitri, de quelque chose d'assez important, je trouve, sur ton jeu, préféré, enfin sur vous, le fait que, tu as souvent des récompenses et que du coup, il y a quelque chose peut-être un peu, plus qui se passe dans le cerveau, on va dire, un peu plus que, dans le jeu, où tu as envie d'avoir cette récompense et tu as une expérience qui est satisfaisante parce que tu sais que tu vas avoir des cadeaux, que tu vas gagner des choses si tu passes du temps sur le jeu. Il y a un peu un aspect, donnant-donnant où tu sais que le temps investi, bah, il est récompensé avec quelque chose et Clara, tu m'avais parlé d'une expérience justement, assez intéressante qui comparait du coup la maîtrise de soi des corbeaux, calédoniens à celle d'enfants de 3 à 5 ans et en fait, ça testait la gratification différée. Donc c'est le choix entre, soit on a une récompense, là tout de suite, mais qui est pas très intéressante ou alors on attend un petit peu et on a une récompense qui est meilleure, mais il va falloir attendre et les corbeaux, ça a été prouvé pendant cette expérience qu'ils étaient pas capables d'attendre une récompense qu'ils ne voient pas dans leur champ, périphérique, la récompense pour avoir envie, d'y aller et pour aller la chercher. Est-ce que, vous, vous trouvez que des jeux où on a la récompense tout de suite, c'est plus satisfaisant ou est-ce qu'il faut plutôt faire attendre le joueur pour passer des niveaux, pour avoir des récompenses? On a Anne qui nous dit, «C'est comme les quêtes de la Wild, on adore les badges». Exactement. Les badges, ma passion. Collection de badges. Je pense que c'est particulier dans le sens, déjà, bon, comme c'est indiqué, ça dépend du jeu, ça dépend du mindset aussi du joueur. Peut-être ce sur quoi j'apporte aussi peut-être de la nuance, c'est que là, c'est vrai que c'est dans un cas, on va dire, on a deux concepts. On a ou l'immédiateté, ou sinon on va avoir justement une récompense plus tard dans le temps. Après, je sais qu'il y a beaucoup de jeux, et bon, on en a déjà parlé avec Dimitri, mais je trouve que l'exemple est toujours assez bon. C'est qu'il y a toujours le concept aussi de l'aléatoire. C'est à quel moment, en fait, on va générer de la récompense, avec quel niveau de prestige, entre guillemets, quelle va être la valeur. On en a déjà parlé, mais sur World of Warcraft, pour moi, c'est l'un des, enfin, j'y joue pas trop, mais l'exemple que je trouve peut-être le plus conséquent, c'est que tu dis, je vais aller faire un raid avec mon équipe, on va aller taper un boss, et on sait que potentiellement, mais vraiment potentiellement, à l'issue, on peut avoir un artefact qu'on n'a pas, qu'on recherche et tout. Mais c'est vraiment potentiellement. Ça veut dire que tu sais pas en termes de pourcentage le niveau de rareté, c'est une chose, mais aussi la chance que tu peux avoir de l'obtenir. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu après sur combien de temps tu passes sur le jeu, mais le fait, tu vois, de te dire je vais aller de manière continuelle taper un boss parce que moi je veux vraiment tel artefact qui me manque et je l'ai pas et tout ça, c'est ce qui fait aussi que ça, à mon sens, dans ce type de jeu-là, ça motive à pas simplement s'arrêter à, tu vois, une récompense bas de gamme ou immédiate, mais se dire non, on va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne véritablement ce que l'on veut, en n'ayant pas forcément la certitude que la fois suivante sera la bonne. Donc c'est ça qui est un peu vicieux, mais qui est pas mal développé, notamment sur WoW, quoi. Enfin, tu peux compléter si tu veux, Dimitri, mais Ouais, en fait, je pense que c'est aussi un pêle-mêle, tu vois, en fonction des jeux. Tu vas avoir des jeux si on prend l'exemple de WoW, parce que c'est quand même un monstre et je pense que enfin, si une étude était menée, on va le voir, peut-être après, il y a des choses qui ont été faites sur ce jeu-là, où en fait, il y a tout il y a toutes les possibilités d'expérience qui ont été faites, du genre, on va te donner quelques petits loots, quelques petits objets de temps en temps, au fur et à mesure des quêtes que tu vas faire et donc du coup, ton personnage va évoluer et donc là, tu vois, on est sur une récurrence on récupère, voilà, des objets, et ensuite, comme l'a dit Clara, il y a l'exemple du raid où tu vas faire un raid avec tes potes 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine suivant ton niveau et cetera et ce que tu veux faire et là, tu vas avoir un loot et sur tel boss, il y a un loot qui t'intéresse, mais en fait, il va tomber une fois peut-être, toutes les 6 semaines, quoi. Tu le sais même pas, en fait. On peut pas le calculer et après, tu as l'étape du dessus et il y en dans les commentaires, enfin dans le chat, il y a Ilyu qui avait mis en avant ça. 15 ans que j'attends Invincible. Invincible, c'est une monture du jeu qui est très, 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 très rare et il y a très peu de joueurs qui l'ont et en fait, il faut aller faire toutes les semaines le même raid, tomber le même boss et à un moment donné, elle tombe. Alors, il y en a qui ont de la chance parce que ça reste que de la probabilité, hein. Des personnes ont de la chance et l'ont, d'autres l'ont pas et d'autres s'en foutent. Voilà, il y a les trois types de joueurs. Mais ça, c'est hyper important, je pense, pour le coup. Et en plus de ça, après, c'est là, par exemple, en ce moment, je vois qu'il y a eu surtout WoW Remix, bon exemple.
effectivement, sur le coup, ils ont sorti ils ont ressorti une ancienne extension, en gros, du jeu, et ils ont fait en sorte que les joueurs aient farmé des bronzes, enfin, c'est une monnaie du jeu, pour ensuite acheter pas mal de cosmétiques, notamment. Et en fait, c'est du temps de jeu. C'est juste, en fait, ils font en sorte que les joueurs restent sur le jeu, farm, récupèrent des objets de transmogrification, donc pour avoir du cosmétique, quoi. Et hop, et c'est comme ça qu'ils gardent les joueurs en partie, quoi. On a aussi Zizou qui nous dit par exemple, les trophées sur PlayStation, on tire beaucoup plus de satisfaction à platine, un jeu à long terme, plutôt qu'à finir tous les trophées bronze à court terme. Effectivement. Après, c'est un peu aussi comme à l'époque quand on jouait à Mario Kart et qu'on voulait débloquer des courses. Tu as peut-être un premier temps où tu essayes de tout débloquer. Et puis une fois que tu as Ouais. tout débloqué, que tu as un peu fini, là, tu vas te dire, OK, là, j'essaye de le faire, mais mieux. J'essaye Et d'améliorer mon score. puis, je pense, tu vois, il y a aussi la satisfaction du joueur. Tu vois, le joueur qui va se dire, je débloque que les petits trophées. Ok, il y a un moment donné, peut-être que si c'est un joueur qui a vraiment envie d'y aller, comme on disait tout à l'heure, qui a envie de charbonner, il va y aller, il va aller chercher les autres trophées, il va monter en compétences, et ça va aussi lui permettre, normalement, indirectement, de monter lui-même en compétences pour aller chercher au-dessus et pour être meilleur. Mais je pense que c'est ça aussi. Et ça, encore une fois, ça dépend du profil du joueur. Tu vas avoir des joueurs qui vont juste vouloir tous les trophées, peu importe le niveau, et tu en as d'autres qui vont vouloir que les trophées les plus hauts. Et du coup, le studio doit s'adapter en fonction de ça, en fonction de ses joueurs. Il y a aussi une grosse question, je trouve, qui revient. On en parlait, il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de profils aussi de joueurs. Comment on fait pour garder un joueur sur un jeu et pas s'en aller au bout de 5 minutes du jeu? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Tu vois, aujourd'hui, tu peux utiliser des biais en fait des utilisateurs, enfin des joueurs. Ça, c'est des choses qui sont assez connues. Après, tu vas avoir plein de choses. Tu vas voir, est-ce que tu fais en sorte que ton utilisateur il rentre dans le jeu? Tu vois, il y a pas longtemps, un jeu qui a fait vraiment un carton monstrueux, c'est Helldivers. Personne l'attendait. Il est sorti de nulle part pour le coup. Le 1, c'était un jeu en vue par le dessus, vraiment quelque chose de très très simple où tu te battais avec une team, donc très simple. Et là, ils ont sorti un jeu full 3D, triple A, FPS, qui a été un banger dès sa sortie. Et en fait, pourquoi ça a bien marché? Parce qu'ils ont joué aussi avec la communauté. Donc peut-être que c'est ça, tu vois, les nouvelles méthodes pour garder les joueurs. Exactement, Helldivers pour la démocratie, c'est de faire en sorte que les joueurs se retrouvent sur ces jeux. Parce que si tu fais en sorte que tes joueurs ils se retrouvent et qu'il y a un esprit de communauté qui soit fort, eh ben en fait c'est simple, tu vas dire à ton pote, viens on va se faire une game. Et puis un autre va dire à l'autre, tiens viens on va se faire une game, etc. etc. Et tu gardes les joueurs. Et c'est ce qui fait que tu as des MMO qui plusieurs années après sont restés. Parce qu'en fait, ça a créé des liens entre les joueurs. Et ces joueurs-là, tu vois, ils se relancent. À chaque extension, tu as toujours la vidéo il y a la nouvelle extension qui sort, tu reviens sur le jeu. Tu vois, en fait, et c'est comme ça on garde les joueurs. Il y a ça. Et puis après, en interne, tu vas avoir des fonctionnements comme. Alors tout à l'heure, je crois qu'on parlait à un moment donné des récompenses style passe de combat. J'ai cru voir à un moment donné passer ça. Tu vois, tout ce qui est passe de combat, loot box, ça c'est des choses où les joueurs, des fois, tu as des loot box gratuites où le joueur il va jouer, accumuler de la monnaie, pouvoir s'acheter une loot box et donc du coup avoir la chance d'avoir l'item qu'il souhaite. Et puis après, bon, tu as la loot box payant. Là, c'est une autre histoire, je pense, pour le coup. Ça te permet de garder le joueur un peu de manière différente, quoi. Peut-être Clara, tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, je trouve que l'aspect communautaire, en effet, il est vachement important aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on est peut-être un petit peu plus aujourd'hui tourné vers les écrans. On a plus envie de se dire, quand je vais aller me détendre, je vais plus peut-être jouer aux jeux vidéo. Et le fait de savoir qu'on va être avec des potes, passer un bon moment, surtout que si on peut être éloigné géographiquement parlant, j'ai des potes à Paris, à Lille, on va jouer, moi je suis dans le fin fond du sud-ouest, on va se dire, tiens, on va se faire une session, on va jouer à plusieurs. Je pense que aussi c'est important, il y a beaucoup de streams sur Twitch
concrètement, où on peut avoir des streamers qui vont jouer avec leurs potes pour avoir le côté encore plus interactif et le côté un petit peu plus marrant, quoi. Donc c'est assez important. Je pense aussi à des jeux genre Lethal Company. On joue vraiment à plusieurs. Le but, c'est de passer un bon moment. Là où peut-être il y a quelques temps, on était beaucoup plus, pas égoïste, mais en tout cas, on était plus auto-centré. Il y a quand même beaucoup de jeux aujourd'hui, même je pense j'ai joué avec des potes à Party Animals, où c'est des petites peluches mignonnes qui vont se tabasser et tout. Bon, voilà, le but, c'est vraiment d'aller rigoler et de passer un bon moment, d'où le fait, justement, je pense que l'aspect communautaire est d'autant plus important et c'est pour ça qu'il faut l'exploiter, à mon sens, et ça, les jeux vidéo l'ont bien compris, quoi. Et tu avais des, 2, Complètement. 3 réactions qui étaient assez intéressantes, tu vois? Ouais. Notamment les Je voulais éditeurs veulent revenir là-dessus. plus faire payer que faire jouer maintenant. Alors, oui, je pense qu'effectivement, malheureusement, tu as des actionnaires qui sont derrière, certains éditeurs et donc du coup, il y a cette pression et on l'a vu, je pense que si on parle de Cyberpunk, tout le monde s'en souviendra, où en fait les devs, avaient, alors toute équipe dev a dit que le jeu n'était pas prêt, hein, au moment où il sortait. Sauf qu'en fait, il y a eu une poussée du comité directeur, enfin, et qui a dit non, non, on y va et on lance le jeu. Et bah, on a vu ce que ça a donné. Le jeu aujourd'hui, il a pu être récupéré sur une mage, mais le problème, c'est qu'ils ont perdu cet effet de lancement qui a fait que, voilà, malheureusement, et problème des médias aussi. Ouais, alors je pense Mm. qu'il y a aussi le fait que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on leur a intimement demandé de mettre en avant le jeu comme des dingues, alors que vraiment les équipes techniques avaient vraiment mis leur veto et avaient dit non, non, il faut attendre, on n'est pas encore prêt. Et il y avait un autre commentaire que tu avais surligné aussi qui était bien. J'ai peut-être Yes, pas. je voulais Oui, revenir j'ai peut-être dessus. mal compris ce qu'est C'est l'UX. le fait que ce qu'est l'UX, et je pense que ça Ouais. peut être une bonne conclusion pour commencer à terminer. Est-ce que l'UX, finalement, c'est, comme le dit Nomorelli, de faire plaisir au plus grand nombre pour que le jeu soit populaire ou vraiment de créer une ambiance un peu plus niche et peut-être ça se concentre plus sur l'expérience. Bah, je pense que Clara, si tu veux. Ouais. c'est pas une question, en fait, au final, de faire plaisir ou pas faire plaisir. C'est déjà bien comprendre les différentes typologies d'utilisateurs qu'on peut avoir, adapter le jeu en conséquence en fonction de la cible, en fait, qu'on veut toucher. Au final, enfin, niche ou pas, ça va vraiment dépendre des attendus et de ce que, par exemple, un studio de jeu veut développer et vers qui il veut s'adresser. Mais déjà, dans un premier temps, si on prend compte des bonnes pratiques en termes de mécanismes, tout ça, c'est ce qui permet, je pense, à mon sens, de faire perdurer un jeu et de le rendre pérenne et justement de susciter l'engouement. Après, bien évidemment, on peut s'accorder quelques libertés à côté des systèmes de récompense qui vont justement permettre à l'utilisateur de plus facilement s'y attacher, plus facilement y revenir et se dire, OK, il y a vraiment un aspect plaisir, entre guillemets, un peu hormone du plaisir, où on va revenir dessus parce qu'on sait qu'on retrouve ses potes, ça fait plaisir, on se marre bien, où on va avoir un système de récompense qui est très gratifiant et ainsi de suite. Mais dans un premier temps, c'est pas faire 100% plaisir à l'utilisateur, c'est aussi instaurer des mécaniques pour que ce dernier comprenne comment ça fonctionne. Et après, voilà, chaque personne en tire son propre plaisir et sa propre expérience. Au final, c'est très empirique, quoi. Moi, quelque chose que je vais par exemple, World of Warcraft, j'ai jamais vraiment joué. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pleurer du sang parce que je vais avoir plein de choses, je vais être submergée par des informations. Dimitri, c'est pareil, s'il va peut-être sur les FPS comme Apex au début, il va courir dans tous les sens, il va se dire, je sais pas comment je dois agrémenter mes armes pour pouvoir être performant. Donc encore une fois, c'est vraiment inhérent à chacun là-dessus, quoi. Vas-y, Ouais. dis-le, Dimitri. Non, ouais, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je pense que ce qu'il faut garder aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est le fait que malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais les, les studios sont obligés de faire en sorte que l'UX convienne aux joueurs, mais pas seulement qu'aux joueurs. Et en fait, quand on parle tout à l'heure du côté un peu perverse de l'UX avec les loot box, etc., bah ça, c'est plutôt pour faire plaisir aux studios et aux actionnaires. Et de l'autre côté, quand on fait en sorte que le jeu se passe bien, que les quêtes se passent bien, qu'il y a un bon déroulement, que tu as un bon onboarding,
etc. Là, c'est du côté du joueur. Et je pense que c'est une balance. Et en fait, quand le jeu flop, c'est soit c'est trop d'un côté, soit c'est trop de l'autre. Et c'est pour ça que le jeu flop et c'est pour ça que ça marche pas. Et voilà. Et soit tu penses mal ton UX du côté joueur, soit tu penses mal, soit tu la penses trop bien, tu penses trop au joueur, mais du coup tu penses pas assez au studio. Et en fait, bah t'as plus de thunes et ton jeu il meurt. Ça reste qu'un business en fait. Hein. Il faut qu'il y ait il faut que je vois qu'il y a des Clara, t'es attendue sur vous. Il y a des défis qui sont lancés à 11h devant Ogrimmar. Là, va Tauren falloir voleur charbonner. bientôt, là, Le en Tauren légende. voleur va arriver. Vraiment légendaire. Et c'est une très bonne question. On pourrait parler, je pense, plusieurs heures de ce sujet. Niveau jeu mobile, je pense que c'est Mmh. encore une autre étape, C'est le encore jeu mobile. autre chose, ouais. Ouais. Où là, en fait, Et d'autres utilisateurs aussi, quoi, au final. ouais, c'est d'autres Mmh. utilisateurs, effectivement. Et puis, le but, c'est de les conserver le plus possible. Parce que c'est plus simple de quitter un jeu mobile. C'est-à-dire que vous swipez vers le haut, ça y est, le jeu, il est quitté. Alors Mmh. que pour un utilisateur, quitter un jeu dans lequel il est pris dans son ordinateur, etc., c'est un peu moins simple, entre guillemets. Enfin, l'utilisateur, voilà, il va falloir qu'il échappe, quitter la Ouais, partie, etc. Enfin, tu as plus d'interaction, tu vas dans les paramètres, tu c'est ça, sauvegardes. S'il n'y a pas de c'est ça. sauvegarde automatique, tu quittes. Voilà. Est-ce que tu es sûr de vouloir quitter? Oui, je quitte et voilà, quoi. Voilà. Alors qu'un jeu mobile swipe vers le haut. Donc c'est pour ça que c'est souvent plus agressif, le jeu mobile, en termes du UX. C'est-à-dire, cliquez là, regardez, on vous redonne des vies, dans 4 heures, vous pourrez rejouer. Ouais, en fait, Mmh. l'idée, c'est de le garder, c'est garder l'utilisateur. Et effectivement, ouais, comme dit Kuro, c'est très addictif. Complètement. On a fait un bon petit tour. Je vous propose de regarder une petite vidéo pour conclure. Dont on ne parle pas trop, et qui pourtant, vous l'aurez bien compris, est un élément extrêmement important de nos jeux qui, malgré qu'il intervienne généralement au dernier moment, peut radicalement changer la vision que l'on va avoir d'un titre, et parfois ça se joue à quelques détails près. Donnons donc plus d'importance à ces petites choses qui composent nos jeux, et surtout, donnons-en quand le travail est bien fait. Certes, quand l'interface de notre RPG préféré est foirée, c'est bien énervant et on aime bien le faire savoir à tout le monde, mais quand cela est réussi et fait de manière à ce que l'on se sente accueilli bien comme il faut dans nos petits univers vidéoludiques, alors parlons-en aussi, et parlons-en encore plus fort. Voilà, petite vidéo de Jisam sur l'interface dans les jeux vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Je trouve que c'est une bonne conclusion parce que c'est vrai qu'on parle souvent, des jeux où on se sent mal accueilli ou qui marchent pas forcément ou alors des jeux où on se sent très bien. Mais il y a aussi des jeux sur lesquels il y a des efforts de fait qu'on prend pas forcément le temps de remarquer et c'est un travail, vraiment colossal. Aujourd'hui, on se rend pas compte, enfin, c'est toujours intéressant de réfléchir à comment les choses ont été pensées en amont, comment les gens ont établi cette réflexion pour pouvoir proposer une interface qui va avoir, plus un aspect, une mise en page particulière, qu'une autre. Nous, on le voit pas toujours en tant que consommateur et je pense que dans notre métier, celui de Dimitri comme le mien, c'est toujours intéressant de se dire ok, je suis consommateur, mais je suis aussi dans le métier quelque part et c'est intéressant voilà de réfléchir un peu à comment tout a été mis bout à bout pour justement proposer une interface X ou Y. On pense très souvent en tant que consommateur que beaucoup de choses nous sont dues, beaucoup de choses doivent être faites d'une certaine manière et en effet, on ne se rend pas compte derrière du coup qu'on va avoir quelque chose qui va être super bien parce qu'on estime que ça nous est dû et que ça devait être fait comme ça et pas autrement. Alors que c'est beaucoup plus complexe derrière. Je pense notamment aux game designers qui doivent penser à plein de choses et c'est pas un métier qui se cantonne juste à dire on réfléchit à des mécanismes d'utilisation. C'est aussi le sound design, à quel moment on va les faire intervenir, quels sont en termes d'arborescence les comportements qu'on va attendre ou qu'on peut proposer à l'utilisateur. Et c'est un boulot qui est extrêmement intéressant, très très complet parce que c'est toujours en fait aux limites avoir un temps d'avance par rapport à l'utilisateur et se dire comment je vais anticiper le fait que potentiellement mon utilisateur il peut faire ci, il peut faire ça et c'est ça qui est assez cool sur ce travail-là quoi de manière générale. En rebondissant là-dessus, il y a des règles qui sont induites en fait. C'est-à-dire que vous savez que les couleurs, par exemple, des objets que vous allez récupérer, si c'est vert, bleu, violet, orange, etc. Ça, c'est des règles que maintenant, qui ont été mises en place il y a quelques années et qu'en fait les game designers peuvent réutiliser pour que l'utilisateur, on parlait tout à l'heure de l'onboarding, puisse tout de suite comprendre ce qui se passe. Ah ok, il y a ça, ok, ma barre de vie elle est rouge en règle générale, c'est toujours à peu près la même chose. Mmh. Il y a toutes ces informations-là qui font que en fait l'utilisateur il n'est pas perdu. Et ça, je pense que c'est important. Et autre point,
j'encourage tout le monde à faire en sorte de bien regarder quand vous jouez à des jeux. Et des fois, il y a des pépites qui sont cachées et qu'on ne se rend pas compte. En fait, il y a au-delà de tout ce qui est Easter eggs, etc. Mais en fait, vous verrez, il y a des fonctionnements de jeu et on se dit ah ouais, pas bête d'avoir pensé à ça. Les devs, ils ont été malins. En tout cas, le game designer a été malin et ça vous permet des fois d'avancer sans que vous vous en rendiez compte. Et ça, c'est cool, je trouve. Complètement. On a Kuro qui nous dit j'aime beaucoup l'exemple de Ghost of Tsushima qui veut une interface la plus minimale possible et qui va orienter le joueur vers l'objectif avec le vent. Et on a Racimo qui nous parle de Star Citizen, les bestes pour les détails. Mais en tout cas, c'est un sujet assez fascinant et c'est vrai que c'est bien d'encourager tout le monde à vraiment en prendre conscience et à regarder tout le travail qui est fait. Donc merci pour ça, merci pour vos interventions, Clara et Dimitri. J'espère dans le chat que ça vous a aidé à comprendre un peu plus ce qui se passe quand vous jouez à un jeu vidéo, enfin ce qui s'est passé avant et quand il y a des mises à jour, ce qui a pu se passer, comment ça a pu se décider, etc. Donc c'était chouette de pouvoir explorer ça un peu plus en détail aujourd'hui avec vous, Dimitri et Clara. Salut, à bientôt. Salut, bonne journée.